Ils étaient les maîtres du monde, mais cette semaine, les maîtres sont devenus des mendiants. Cette phrase un peu tout blanc, tout noir, un peu mélodramatique, j'en fais la perle numéro 37. L'avenir dira si elle avait quelque valeur. Allez, je n'en dis pas plus, on regarde. Il y a un très vieil adage en géopolitique. Vous pouvez être un empire ou vous pouvez être endetté, mais vous ne pouvez être les deux à la fois. Pendant 80 ans, les États-Unis ont fait mentir cette règle. Ils ont imprimé de l'argent que le reste du monde a accepté. Ils ont puni leurs ennemis et le monde a obéi. Ils étaient les maîtres du monde, mais cette semaine, les maîtres sont devenus des mendiants. À Caracas s'accomplit l'impensable. Après avoir essayé pendant des années de détruire Nicolás Maduro, après avoir confisqué son avion, gelé ses comptes bancaires et mis sa tête à prix pour une récompense de 15 millions de dollars, Washington pleure soudain après un accord. Pourquoi? Parce que le pétrodollar est en train de mourir et que les États-Unis ont besoin du Venezuela pour le sauver. À Washington, le nouveau secrétaire au Trésor, Scott Bessent, vit un cauchemar éveillé. Il lui faut emprunter 3 trillions de dollars cette année pour garder son pays à flot, mais les acheteurs habituels n'achètent plus. C'est pourquoi il doit jeter son regard par-delà l'océan vers le pays que les États-Unis appellent leur plus grand ennemi, la Chine. Vous voyez l'ironie? Les États-Unis sont engagés dans une guerre commerciale contre les deux pays dont elle a le plus besoin. J'ai travaillé pendant de longues années au FMI et j'ai déjà vu ce schéma. Lorsqu'une superpuissance en vient à mendier des ressources à son ennemi, ce n'est pas une stratégie bien calculée, c'est une vente en liquidation. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les deux négociations de la dernière chance qui se déroulent à huis clos, celle pour le pétrole avec le Venezuela et celle concernant la dette avec la Chine. Car si l'une de ces deux négociations n'aboutit pas sur un accord, l'économie américaine ne va pas seulement entrer en récession, elle va s'arrêter. Commençons par l'humiliation à Caracas. Pour comprendre combien l'Empire américain est devenu faible, pas besoin de regarder les chiffres du PIB, il suffit de regarder à qui les États-Unis serrent la main. Il y a 5 ans, les États-Unis déclaraient que Nicolás Maduro n'était pas le président du Venezuela. Ils ont reconnu un homme nommé Juan Guaidó, ils ont gelé les avoirs du Venezuela, ils ont saisi leurs avions, ils sont même allés jusqu'à offrir une récompense de 15 millions de dollars pour la capture de Nicolás Maduro, comme si ce dernier était un bandit hors la loi dans un film de western. L'intention était évidente, faire s'écrouler l'économie vénézuélienne, provoquer un changement de régime et prendre le contrôle des plus grandes réserves de pétrole au monde. Résultat? Maduro est toujours là, mais la stratégie américaine est morte. Les États-Unis ont fait une erreur de calcul catastrophique. Ils ont cru qu'en sanctionnant le pétrole vénézuélien, le monde arrêterait d'en acheter. Seulement voilà, le monde a soif de pétrole. La Chine a poursuivi ses achats, ainsi que l'Inde. Et voici le détail qui donne des insomnies au secrétaire du Trésor américain. La Chine et l'Inde n'ont pas effectué leur paiement en dollars. Le Venezuela est devenu le terrain d'essai pour un marché dédollarisé. Le pétrole vénézuélien étant vendu contre des yuan chinois et de plus en plus en échange de crypto-monnaies USDT. En sanctionnant le Venezuela, les États-Unis ont forcé les Vénézuéliens à se fabriquer un système immunitaire financier. Le Venezuela a prouvé qu'il est possible de vendre son pétrole sans la permission de Washington. Et maintenant, la donne a changé. Bien que les États-Unis disposent de grandes quantités de pétrole au Texas, ce n'est pas le bon pétrole. C'est un brut léger et doux, alors que les énormes raffineries qui ont été construites il y a un demi-siècle sur la côte sont faites pour traiter un brut lourd et sulfureux. Faute de brut lourd, les raffineries s'enraient et ne sont pas en mesure de raffiner assez de diesel. Et si le diesel vient à manquer, c'est la chaîne d'approvisionnement américaine qui s'arrête net. De là, l'impensable. Des diplomates américains se rendant sur la pointe des pieds à Caracas pour négocier des dérogations pour que des entreprises comme Chevron puissent reprendre l'extraction pétrolière en échange de remises de dettes. Ils supplient l'homme qu'ils ont essayé de renverser pour qu'il veuille bien refaire fonctionner les pompes à pétrole. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est une reddition pure et simple. C'est la preuve qu'en cas de crise, les États-Unis dépendent plus des ressources du Sud global que le Sud global n'a besoin de l'autorisation des États-Unis. Et si la situation au Venezuela est embarrassante, à Washington,
Elle est tout à fait terrifiante, car pendant que les diplomates mendient du pétrole, le Trésor américain mendie de l'argent liquide, ce qui explique pourquoi le nouveau secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, est pris au piège. Les Américains croient que son travail consiste à diriger l'économie, mais ils se trompent. Son travail principal est de vendre de la putain de dette. Tous les ans, sans exception, le gouvernement américain dépense des milliers de milliards de dollars de plus qu'il n'en reçoit sous forme de taxes. Pour combler le trou ainsi créé, il doit vendre du papier, des bons du Trésor américain. Pendant des dizaines d'années, c'était le travail le plus facile au monde. Le monde entier faisait la queue pour acheter de la dette américaine parce que c'était considéré sans risque. Mais cette année, ça ne fonctionne plus. Les États-Unis doivent vendre 3 trilliards de dollars de dettes nouvelles juste pour survivre aux 2 prochains mois. Mais la question à laquelle doit répondre M. Bessent est la suivante. Qui va acheter? Il se tourne vers le Japon, d'habitude le plus gros acheteur, mais le Japon vit une crise monétaire en ce moment, et au lieu d'acheter de la dette américaine, il en vend pour sauver son yen. Alors il se tourne vers l'Europe, mais l'Europe est en stagnation et lutte contre sa propre récession. M. Bessent se tourne alors vers les banques américaines, mais celles-ci ne savent déjà plus que faire de tout le papier qu'ils ont acheté au gouvernement et qu'elles ne recouvreront jamais. Il ne reste plus qu'un acheteur au monde qui possède assez d'argent pour renflouer les États-Unis. Vous avez deviné, c'est la Chine. C'est ici que se révèle toute l'absurdité de la position américaine. D'un côté, les politiciens américains pleurent après une guerre commerciale. On menace la Chine de tarifs douaniers de 60%. Des généraux évoquent la possibilité de conflits armés dans le Pacifique. Mais de l'autre côté, en douce, dans le secret, le secrétaire au Trésor doit décrocher le téléphone rouge et appeler Pékin. Il lui faut supplier, je vous en supplie, ne vendez pas nos bons du Trésor. En fait, achetez-en davantage, s'il vous plaît. Car en effet, si la Chine décide d'arrêter d'en acheter, ou pire, si la Chine décide de liquider les centaines de milliers de milliards de dollars de la dette américaine qu'elle détient déjà, le système américain se casserait. Du jour au lendemain, les taux d'intérêt exploseraient. Les taux hypothécaires prendraient de 10 à 15%. La bourse, qui n'aime rien tant que l'argent pas cher, s'effondrerait. Les États-Unis, l'Amérique croit pouvoir tenir un revolver sur la tempe de la Chine, cependant que la Chine agite le titre de propriété de la maison américaine. M. Bessent en est conscient. En tant que gestionnaire de hedge fund, il comprend parfaitement le mécanisme de l'effet de levier. Il sait qu'on ne peut pas déclarer la guerre à son propre banquier. Ainsi, pendant que les médias se goisent de la réponse musclée des États-Unis à la Chine, la réalité est tout le contraire. Les États-Unis sont acculés. Les États-Unis ont besoin de la Chine pour financer leur déficit et la Chine le sait. Elle regarde M. Bessent se couvrir de sueur. Elle sait que sans l'argent chinois, le rêve américain ne va pas pouvoir payer ses traites. Alors, c'est pour demain la chute de l'Empire américain? Rien n'est moins sûr. Ça fait longtemps qu'on l'annonce. En tout cas, ça commence à sérieusement sentir le roussi. À suivre.